Il faut appuyer sur le bouton rouge là. Ok. Ça marche, oui. Ouais. Donc en fait, bonjour à tous. Pour ah non non mais on n'enregistre pas encore. Je ferai un petit signe au démarrage. Donc bonjour à tous, merci de venir participer aujourd'hui à ce nouveau séminaire dont le titre est affiché derrière moi. Pour les personnes qui viennent pour la première fois, donc juste un petit rappel, l'intervention de M. Mercuel en fait ne peut pas être interrompue puisqu'en fait il y a une retransmission en live sur YouTube. Donc en fait pour éviter, voilà, donc on a fait ce choix depuis le premier séminaire. Donc en fait je vous invite à prendre des notes et à noter vos questions puisque à l'issue de cette présentation qui dure environ 1 heure, nous aurons 1 heure et demie d'échange pour questionner, vous témoigner, présenter des suggestions. Toutes les formes en fait seront les bienvenues pour engager ce moment de discussion entre nous. Voilà, donc le séminaire, enfin notre temps d'échange s'arrêtera à 12h30. Pour ceux qui ont encore besoin d'un petit café, il est toujours temps de s'en servir. Et puis, je vous propose qu'il est 10h04, qu'on puisse commenter. Je vais vous laisser vous présenter, hein, ce sera plus simple. Et puis, donc, quand on est prêt, on peut démarrer. Voilà. Ça vous va? Très bien. Merci. C'est parti? C'est bon. Bien, bonjour à tous et toutes. Pour me présenter rapidement, je suis psychiatre des hôpitaux. Je travaille à Sainte-Anne depuis les années 84. Voilà, et en une petite quarantaine d'années, on a réussi à monter quand même un beau dispositif autour de la psychiatrie et précarité sur Paris Intramuros déjà. Et je vais vous faire part un petit peu de notre perception clinique et de ce que l'on a pu retenir de cette pratique de psychiatrie à la rue, en quelque sorte. Alors, des chiffres et des lettres, hein, comme l'émission. Voilà, donc je ne vais pas repartir sur toutes les définitions de la précarité, sur le seuil de précarité, etc. Vous savez ça aussi bien que moi. Mais quand même, 5 millions de personnes en France sont en précarité. On peut penser que c'est un chiffre plancher et pas un chiffre plafond. Et que cette précarité, elle est multiple, hein, puisqu'on peut le voir dans l'emploi, dans les revenus, dans l'habitat. Je vous rappelle, selon la police, 50 SDF, selon les organisateurs, 330 000 sans-abri en France. Bon, en recoupant un petit peu toutes les données, des rapports d'activité des uns et des autres, une précarité, bien sûr, dans l'accès aux soins, et puis une précarité dans les relations sociales. Alors là, en ce moment, on voit bien qu'il faut qu'on aille rechercher nos tenues de réservistes pour se préparer, quoi. Bon. La vulnérabilité, c'est autre chose, c'est plus du côté de la fragilité, de la sensibilité, c'est-à-dire quand on est, je trouvais cette définition assez intéressante, quand on est contrarié par une force. Voilà. On devient vulnérable. Et l'exemple qui m'est venu tout de suite, c'est le trombone, hein, avec la notion de résilience. Vous savez, la résilience, c'est un terme mécanique, initialement, qui fait que lorsque l'on contrarie par une force un objet, il peut reprendre plus ou moins facilement sa place. Voilà. Par exemple, ce stylo, je peux le contrarier, il se modifie un tout petit peu, il reprend sa place. Une montre, si j'essaie de la contrarier avec un marteau ou avec un étau, elle ne va pas reprendre sa place. Donc il y a des résiliences qui sont totalement différentes. Et quand on prend un trombone,
eh bien, on s'amuse généralement quand on est au téléphone ou quand on a un trombone sous la main à le bouger, on ferme des petites formes, etc. On le déforme et puis on le remet à sa place. Bon, eh bien, au bout de 2 ou 3 déformations, il devient très fragile. Et un 4e déformation, parfois il se casse. Et c'est un petit peu ça la résilience, c'est-à-dire qu'on peut tenir le choc face à quelque chose, un traumatisme par exemple, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, on devient vraiment très vulnérable. Et je trouvais que cette idée du trombone était assez intéressante. Alors, la vulnérabilité, également, elle est multiple, puisqu'on a une vulnérabilité sanitaire, sociale, psychologique, sociétale et autres. Donc, ces choses étant posées, quid de la psychiatrie et des troubles psychiques chez les sans-abri ou les SDF, enfin, sous cet acronyme, vous voyez qu'on a une grande variabilité de population. 1 milliard de personnes présentent un trouble psychique dans le monde, c'est-à-dire quasiment 1 sur 9, quoi. Et 100 millions sont sans abri. Et lorsqu'on fait une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on étudie de nombreuses enquêtes monde entier, là, je suis tombé récemment sur une enquête qui a rassemblé 48 400 personnes, ce qui n'est pas rien. Eh bien, globalement, quand on fait la méta-analyse de ces enquêtes, 2 tiers des personnes sans abri présentaient un trouble psychique. Alors que dans la population générale, si on prend toute la population monde entier, on est à 15% de troubles psychiques. Et 77% vie entière, c'est-à-dire que pendant la vie entière, 77% des personnes auront un trouble psychique. La différence avec la prévalence, c'est que c'est sur le moment donné, alors que la vie entière, c'est durée vie entière. Et en France, on sait que 25% de la population aura un trouble psychique. Donc 1 sur 4. Donc déjà, parmi vous, il y en a qui vont venir me voir. Alors en France, plus précisément sur les enquêtes, il y a eu une enquête qui date un peu. On essaie de relancer, on cherche des financements pour en faire une deuxième, un Samantha 2.0. C'est une enquête qui s'est déroulée l'hiver 2009-2010 sur la santé mentale et les addictions des franciliens qui n'avaient pas de logement. Et on avait étudié plus de 800 personnes, voilà, avec des diagnostics psychiatriques, l'état des lieux des troubles psychiques et des addictions, et de voir si ça donnait des orientations ou des lignes pour la prise en charge thérapeutique. Avec bien sûr la notion d'hébergement, de logement qui soit adapté à ces personnes. Et d'emblée, voilà ce qui apparaît, c'est certes 67% de troubles psychiques dans le monde entier, mais 13% de psychose, 19% de dépression, 12% d'anxiété, 26% de troubles de la personnalité. Alors, troubles de la personnalité, c'est, pour résumer, psychopathie, antisociaux, dissociaux, bref, les Dalton à la rue, quoi, voilà. Donc ça vous parle. Et vous voyez la différence entre ces chiffres, entre l'enquête monde entier, ça c'est celle monde entier, et la population générale. Donc la précarité, ça impacte sur les troubles psychiques, et parmi toutes ces personnes, presque 1 sur 2 avait une addiction, ce qui n'est pas rien du tout. Sur l'enquête Samantha, on tombe à 32% de troubles psychiatriques. Alors pourquoi cette différence entre troubles psychiques
67%, 2 tiers, et 1 tiers de troubles psychiatriques, c'est tout simplement que sur Samantha, on a repéré les troubles psychiatriques qui nécessitaient des soins. Alors que sur le monde entier, on peut avoir une insomnie, une anxiété, voilà, qui ne nécessite pas forcément un soin psychiatrique. Alors que dans Samantha, eh bien, on a 1 tiers de personnes qui présentent des troubles psychiatriques sévères nécessitant des soins. Et quand on regarde la tranche 18-25 ans, on est à 40%. Et là aussi, 13% de psychose, 21% de troubles de la personnalité. Et quand on est sur la tranche 18-25 ans, eh bien, vous voyez, 17% de psychotiques chez les 18-25 ans à la rue. C'est-à-dire que quand il y a 6 adolescents qui tiennent le mur, ben, il y en a un qui est tenu par le mur, quoi, globalement. Et donc, il faut aller les rencontrer pour savoir celui sur les 6 qui a besoin d'aide et de soins psy. Alors, quand je parle de soins psy, c'est, attention, hein, très très souvent dans la représentation, soins psy égale hôpital psychiatrique. Je vous rappelle qu'en France, il y a 2 millions de personnes qui sont suivies en psychiatrie. 85% d'entre elles sont suivies essentiellement, pour ne pas dire uniquement, en ambulatoire. Donc il ne faut pas associer psychiatrie égale hôpital psychiatrique. Alors, parmi elles, 21% présentaient une dépendance à l'alcool, alors que dans la population générale en France, c'est entre 8,5 et 15%. Et dans les 18-25 ans, 40%. Donc on voit qu'il y a quand même une consommation d'alcool importante dans la population précaire. Alors, la prévalence des addictions dans cette enquête française, elle n'est pas uniforme, hein, puisqu'on voit qu'il y a plutôt des hommes. 27% de la population enquêtée étaient des hommes contre 9,5% de femmes. Qu'il y avait beaucoup de psychotiques qui utilisaient l'alcool. On va voir pourquoi. C'est-à-dire 1 sur 2. 1 sur 2 psychotiques en grande précarité et consommateurs, avec notamment l'alcool et le cannabis, et bien souvent, bien sûr, les deux. En ce qui concerne les troubles de l'humeur, ça n'est pas significatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas remarqué de différence de consommation chez, en gros, les déprimés habitants que chez les déprimés non habitants. Par rapport au lieu de vie, eh bien, on s'aperçoit que dans les centres d'hébergement, il y a presque 1 tiers de dépendants à l'alcool, alors que dans les hôtels, seulement 8%. Ce qui est quand même assez intéressant. Et puis, on voit bien la disparité entre des gens qui viennent d'être à la rue, qui recherchent du boulot, ceux qui y sont déjà depuis un petit moment, ceux qui y sont depuis un peu plus longtemps, et puis ceux que l'on connaît qui errent dans les rues depuis plusieurs décennies parfois. Donc vous voyez, on a un large spectre de personnes en grande précarité. Avec voilà, des gens qui vivent sous le périph', qui se baladent avec leur caddie, ou d'autres qui s'installent. Vous l'avez reconnu, cet hôpital, non? Vous voyez pas lequel c'est? C'est l'hôpital Georges Pompidou. Donc il y a quelqu'un qui s'était installé devant, mais il y en a d'autres qui vivent dans le bois de Vincennes ou dans le bois de Boulogne. Voilà, plus ou moins organisés, soit seuls, soit à plusieurs. Alors, par rapport aux soins, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'uniformité et que l'accès aux soins était plus lié à la consommation qu'à la pathologie. On ne va pas dire, par exemple, les déprimés accèdent plus facilement aux soins quand ils picolent, que les psychotiques. Non, c'est le mode de consommation qui va conduire à l'accès aux soins, indépendamment du diagnostic.
Et puis, bon, bien sûr, il y a la réduction des risques qui apparaît. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est en grande précarité, la souffrance, elle est évolutive. Hein, et qu'on se retrouve avec des personnes qui vont être rencontrées à tel moment de la journée, et quand elles seront rencontrées à un autre moment de la journée, il y aura un tableau clinique différent. Ce qui peut entraîner parfois des confusions ou des tensions entre les différents acteurs. Certains disant ben non, mais tu me dis qu'il est délirant, mais moi je ne le trouve pas du tout délirant, ou tu me dis qu'il était alcoolisé, là il est sobre. Enfin, bon. Et donc ça suppose qu'on soit clair dans ce que l'on repère, mais surtout que l'on transmette ces informations au moment donné aux différents acteurs que nous sommes, puisque quand même, on ne peut pas dire que nous n'avons pas de moyens en France hein, par rapport au Libéria où il y a un psychiatre. Bon, je pense que nous sommes plutôt bien dotés. Et bon, la difficulté en France, ce n'est pas tant les moyens, c'est surtout la coordination entre nous. Alors si on fait schématiquement le tour de cette souffrance, tout d'abord à la rue, on va se retrouver avec des troubles réactionnels qui sont majoritaires. La rue ne rend pas fou au sens, elle ne rend pas bipolaire, elle ne rend pas schizophrène, mais elle fait souffrir. Et on va voir de quel type de souffrance il s'agit, notamment en fonction du temps passé à la rue. Vous savez, maintenant, on peut être très très vite exclu. Il suffit de penser à ce sketch d'Omar et Fred, je ne sais pas si vous le connaissez, où voilà, il y a Fred qui convoque Omar en lui disant ben voilà, tu ne fais plus partie de l'aventure, merci d'être venu, au revoir. De plus en plus, il y a ce type de licenciement par les DRH qui, sans vergogne, proposent bien sûr d'aller au prud'homme pour licenciement abusif et en même temps un chèque de X milliers d'euros en disant ben voilà, en gros, vu votre ancienneté, votre qualification, bon, au prud'homme, dans 3 à 5 ans, quand vous passerez au tribunal, ben vous aurez 35 000 euros. Nous, on vous donne 50 000 euros tout de suite que vous pouvez encaisser dès ce soir. Voilà. Toute personne plongée dans ce style de choix va prendre le chèque de 50 000 euros et puis va partir. Donc on passe par le bureau, on prend une boîte en carton où on met les cartes postales, les gommes, les crayons, les affaires courantes de son bureau, et puis on rentre chez soi à des heures où son compagnon, compagnonne ou son partenaire ne s'y attend pas, et on tombe en plein milieu d'une partouze par exemple. Bon. Effet qui se coule, hein, de l'exclusion, ça vous fait penser à quelque chose et voilà, donc on rajoute à la boîte à chaussures une petite valise avec 3 culottes, des chaussures, des chemises, et puis voilà. Et en 4 heures, on se retrouve sans boulot, sans logement. Ça peut aller très très vite. Donc ça n'est pas Cosette chez les Thénardier qui a vécu dans la précarité depuis sa petite enfance. Hein. Et là, ben, on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux. On va réagir en fonction de sa capacité de résilience, sa capacité à faire face à ces événements. Certains rebondissent très très bon, très très bien, comme un bon ballon de foot. D'autres ont un taux de rebond semblable à la crêpe, quoi. Donc vous voyez, ça ne rebondit pas très haut. Hein. Et donc je dirais de façon très triviale ben, qu'on s'occupe des gens qui rebondissent comme des crêpes, quoi. C'est-à-dire ceux qui ont du mal à se relever de telles situations. Et très très rapidement va s'installer entre 4 à 6 mois un sentiment de désillusion, de perte d'idéal, de perte d'espoir. Et on voit comme ça un glissement social qui se met en place. Et là, bon,
Est-ce que vient faire l'addiction? Ben, soit on était, j'allais dire, addict avant d'être exclu, et à ce moment-là, les choses ne vont pas s'arranger. Soit en fonction de la manière dont on veut s'en sortir, eh bien, certains vont commencer à adopter une conduite addictive, quel que soit le produit, mais en majorité, c'est quand même l'alcool. Et puis, au-delà de ces 4 à 6 mois, eh bien, on va commencer à accepter l'assistance parce que le corps se fissure. Quand on a une hypothyroïdie, quand on a du diabète, quand on a des rhumatismes, eh bien, voilà, on ne se sent pas bien et on finit par accepter l'assistance, alors que dans cette période de décrochage, eh bien, les gens étaient plutôt refusants. Occupez-vous des autres, moi ça va, je vais m'en sortir, comme s'il y avait une période un peu réfractaire à l'aide. Ce qui pose des questions éthiques, hein, puisque, bon, avant que... enfin, on dit couramment qu'il faut autant de temps pour sortir les gens de la rue que le temps qu'ils y ont passé. Donc, éthiquement, faut-il s'occuper des gens qui sont très récemment à la rue plutôt que de s'occuper de ceux qui y sont depuis longtemps? Donc c'est un juste équilibre et c'est une question éthique qu'on doit se poser régulièrement. Et donc, si on a réussi à les aider rapidement, bon, tant mieux. Si on n'a pas réussi à les aider, voilà, ils vont finir par se fatiguer, d'avoir un sentiment de solitude, d'ennui, et puis les pathologies vont réapparaître. Je vous rappelle, tuberculose, syphilis, Covid, bien sûr, HIV. Bon. Petite tangente, quand on travaille en précarité, il faut quand même être à jour de ces vaccins, même si on est complotiste, même si on est tout ce que vous voulez, ou alors vous changez de branche de travail, mais vraiment vaccinez-vous, quoi. Bon, alors je ne sais pas si vous avez de la médecine du travail dans votre association, mais enfin... Donc voilà, une assistance acceptée. Et là, on voit que les conduites addictives commencent à s'aggraver pendant quelques mois, quelques années. Et puis, s'ils s'en sortent, tant mieux. S'ils ne s'en sortent pas, on se retrouve avec des gens en stratégie d'errance. C'est-à-dire, là, on est face à des polytoxicomanes, c'est-à-dire cannabis, alcool, tabac, au moins ça, avec pas forcément un désir d'interrompre cette addiction, mais plutôt une utilisation, je vais dire, oui, de survie. C'est dans cette période-là qu'il y a de nombreux passages à l'acte suicidaire liés à la dépression réactionnelle qui peut apparaître. Ça peut durer plusieurs années, hein, bien sûr. Puis enfin, c'est l'enquistement, l'installation, c'est les gens que l'on voit sur les trottoirs, parfois diogénisés, et qui n'ont plus qu'un mot en tête, c'est l'urgence. Donc, quand on se pointe, bonjour monsieur ou madame, quel est votre projet? Le projet, c'est où est-ce que je vais trouver un endroit pour déféquer, où est-ce que je vais trouver des vêtements secs, où est-ce que je vais trouver de quoi manger, voilà l'urgence. Et là, on est très, 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 très loin du soin et très loin du lien. On va pouvoir détailler ça. Et là, l'alcoolisation, c'est vraiment pour survivre. Lorsque l'on a un ulcère de jambe, lorsque l'on a des douleurs dentaires, lorsque l'on a mal au dos parce qu'on dort mal, etc., par exemple, l'une des fonctions de l'alcool, c'est l'antalgique.
Et donc ces troubles réactionnels, on pourrait résumer que l'addiction, ben, ça va être un traitement. Traitement de la solitude, traitement de la dépression, traitement de la douleur. Et c'est vécu comme tel. Donc si vous dites à quelqu'un, en gros, arrêtez de boire, c'est comme si vous disiez à quelqu'un qui a une douleur, arrêtez votre antalgique. Et ça ne va pas être facile à entendre, ça. Alors, on peut être anxieux, bien sûr, et l'alcool, on sait bien, calme l'anxiété. On peut être déprimé. Je vous rappelle, petite tangente encore, que la dépression, elle peut être liée à des maladies physiques, à des maladies somatiques. La thyroïde, par exemple, l'hypothyroïdie entraîne des états dépressifs. Et vous pourrez plonger toutes les personnes que vous voulez dans une baignoire de Prozac ou d'autres antidépresseurs. Ça n'améliorera pas son état dépressif, alors qu'il faudrait donner du lévothyrox, par exemple, pour que ces personnes soient un peu plus dynamiques et sortent de cette dépression. Donc, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas oublier que nous sommes faits de cellules qui peuvent souffrir, et donc qu'il va bien falloir à un moment ou à un autre, dans la rencontre avec ces personnes en grande précarité, médicaliser le contact. Et qu'il va bien falloir prendre en compte cet aspect physique. Et que tout n'est pas que psy. Et ça peut s'associer, bien sûr, aux souffrances. Les états post-traumatiques, on en voit beaucoup, alors bien sûr chez les migrants, mais on peut être agressé à la rue, on peut être malmené, on peut être maltraité, enfin, il y a des choses qui peuvent apparaître indépendamment de l'aspect de torture, de migration, d'emprisonnement, d'esclavagisme ou de traitement des êtres humains. Et puis les troubles réactionnels, ça traduit aussi par tout ce qui est psychosomatisation, des dermatites séborrhéiques, des pelades. Il y a des gens, suite à un licenciement, ont perdu leurs cheveux directement. Voilà, ça peut être bien sûr l'ulcère de stress. On a mal au bide. Et tout ça nous renvoie aux symptômes physiques. Et comment entrer en contact avec ces personnes ? Ben, peut-être par le biais du corps, c'est-à-dire est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous avez encore faim, est-ce que vous avez de l'appétit, est-ce que vous êtes fatigué, est-ce que vous avez des douleurs. Toutes les personnes vivant en grande précarité ont toutes une douleur. Douleur dentaire, douleur osseuse, douleur gynéco chez les femmes, etc. Et donc ça veut dire travailler avec les médecins généralistes. Alors, ces personnes-là, elles sont capables d'être aidées et d'avoir un suivi en ambulatoire. Voilà. Bon, on n'a pas besoin d'être hospitalisé lorsque l'on fait une allergie ou un ulcère de stress. À côté de ces troubles réactionnels, il y a les personnes qui ont des troubles des conduites et des troubles de la personnalité. Donc en gros, c'est Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon, vous voyez, psychopathe, foutant le bazar dans toutes les institutions. Et on rassemble sous ce terme personnalité pathologique les états limites, les psychopathes, les antisociaux, les dissociaux. Attention à l'utilisation du mot pervers. Il n'y a pas beaucoup, pour ainsi dire, pas de pervers à la rue. On a du mal à imaginer notre collègue Hannibal Lecter finir à la rue, parce que d'abord il est intelligent, il va trouver comment manipuler les personnes pour ne pas justement aller à la rue. Et le pervers, sa finalité, c'est de jouir de l'effroi qu'il provoque chez l'autre. Et donc, quand quelqu'un arrive avec une plaie dans laquelle il s'est mis de la fiente de pigeon pour avoir des ganglions énormes et arriver aux urgences, ça n'est pas une conduite perverse, c'est une conduite de survie, comme on le voit dans les camps de concentration, dans les camps de rétention, dans toute situation où on est limité, où on est limité dans sa liberté notamment.
Et donc, faites attention, n'utilisez pas trop le mot pervers. C'est vraiment très spécifique. Ce sont des conduites de survie. Et ces personnalités, effectivement, elles consomment beaucoup, elles ont un nomadisme médical important. On ne sait jamais si c'est une tentative de suicide, une ingestion médicamenteuse volontaire ou tout simplement un accident. C'est sûr que lorsqu'on a 3 grammes d'alcool et qu'on se balade sur les bords de Seine, est-ce que c'est une projection ou est-ce que la personne a glissé? Voilà. Toujours très très compliqué. Et si on doit résumer pour ces personnes-là, à quoi sert l'addiction? Elle sert à créer et à entretenir un lien. Vous voyez que c'est un petit peu différent du trouble réactionnel où là, l'addiction était plutôt un traitement. Bon, voilà les Dalton, hein, comme on peut imaginer, à la rue et avec des prises en charge totalement différentes. Je vous conseille de lire ce très bel ouvrage sur la guérison des Dalton. Et vous verrez que les 3 au-dessus, par exemple, Joey, William, Jack, sont assez contents de cette thérapie. Encore que, il faut voir un peu l'état du psychiatre. Voilà. Mais Avrel, pas du tout. Et ça veut dire qu'en précarité et en psychiatrie, il n'y a pas de copier-coller. Et qu'à chacun doit avoir, j'allais dire, sa tenue, son costard. Et on fait de la haute couture, on ne fait pas du prêt-à-porter ou du prêt à sortir de rue. Et donc, ce qui est valable pour Joey ne l'est pas pour Avrel. Ce qui veut dire qu'on est dans la casuistique et qu'on ne peut pas reproduire une modalité d'amélioration, de rétablissement de l'un à l'autre. Ça dépend vraiment de l'histoire de chacun, de la manière dont on est en lien avec la personne, etc. Et puis de son addiction, bien sûr. Et troisième pan de souffrance, c'est tous les états psychotiques. Alors, là aussi, l'addiction, c'est un traitement. Je vous renvoie à la filmographie habituelle, 37.2, Psychose de Hitchcock, qui a ouvert un Airbnb qui était assez attractif, mais enfin, on finissait pas bien. Toutes les formes de schizophrénie, notamment, les schizophrénies naissantes avec les jeunes qui commencent à consommer du cannabis. On a une position médicale qui est d'être très 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 prudent par rapport à la légalisation du cannabis, puisque on sait maintenant qu'il y a des gènes cannabinoïdes fragiles qui sont croisés avec la schizophrénie, et que lorsqu'on balance du cannabis sur quelqu'un qui a des gènes fragiles, il développe plus vite, plus gravement une schizophrénie. Donc on peut libéraliser. D'ailleurs au Canada, ils ont remarqué l'augmentation du taux de schizophrène depuis la libération du cannabis. Donc les schizophrénies naissantes, les anciennes, celles qui ont évolué depuis des années, la plupart du temps en rupture de soins, ils ne veulent pas retourner au CMP, ils ne veulent pas être hospitalisés, ils délirotent tranquillement. Et puis il y a aussi toute l'évolution des psychoses infantiles qui avancent en âge et qui vieillissent et qu'on retrouve à la rue, bien sûr. Et puis dans les autres psychoses, le deuxième grand pan que l'on repère moins facilement, c'est tout ce qui concerne les paranoïas. C'est-à-dire les gens qui délirent sur un mode de persécutif, mais qui ne se baladent pas avec du papier aluminium sur la tête ou des chaussettes en aluminium aussi. Ça n'attire pas l'œil, le paranoïaque. On le repère quand on commence à ne plus comprendre ses préoccupations. Vous avez mis un pull beige, c'est pour m'emmerder. Je le savais.
C'est-à-dire qu'il y a un point de réalité, voilà, le pull belge, et il y a une distorsion de l'explication. Voilà, c'est pour m'emmerder. Et généralement, on repère les paranoïaques quand il y a un passage à l'acte agressif, voilà, un coup de poing, un acte médico-légal, etc. Et il y a beaucoup de paranoïaques à la rue, parce que la paranoïa est excluante. Hein. Quand on a un conjoint jaloux, au bout d'un moment, il y a séparation. Quand on a un petit chéfaillon paranoïaque qui emmerde tout le monde dans une entreprise, au bout d'un moment, voilà, il est exclu. Donc la paranoïa, comme la schizophrénie, sont des pathologies qui sont excluantes. Mais le paranoïaque porte beau, il a un port altier, il est plutôt presque propre sur lui, tant que ça ne se dégrade pas trop. Et donc on ne repère pas que c'est paranoïaque. Bref, je vous renvoie à ce très beau film Shining, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Si vous avez du mal à vous endormir le soir, regardez ce film, au moins vous saurez pourquoi vous ne dormez pas. Donc chez les psychotiques, l'addiction, c'est un traitement. Donc vous voyez, on a des abords différents en fonction des souffrances. Et puis, comme si rien n'était simple, on peut avoir une personnalité pathologique, fumer un mauvais pétard et faire un état délirant. On peut être psychotique et se déprimer parce qu'on est à la rue et qu'on ne trouve pas de voie de sortie. Bref, on peut se retrouver avec des interactions qui font que donner un diagnostic à la rue, ce n'est pas du tout évident, et qu'il faut plusieurs rencontres et il faut avoir créé du lien pour ce faire. Notamment toutes les personnes qui ont un comportement psychopathique qui ne sont pas psychopathes, c'est-à-dire des schizophrènes, c'est-à-dire Norman Bates déguisé en Dalton. Et c'est ce que l'on voit en prison, c'est-à-dire des gens qui ont eu un trouble du comportement, un trouble à l'ordre public, un acte médico-légal, et on pense que c'est un délinquant qui a commis un délit ou un crime, et puis, en fin de compte, on se rend compte que c'est un malade mental. Donc, il faut être très prudent sur les diagnostics, et le diagnostic ne sert à rien en ce qui nous concerne comme modalité de prise en charge. C'est comment être avec la personne qui va importer plus que quel est le traitement qu'on va lui donner. Et puis, au milieu de tout ça, il y a les états de dépersonnalisation, c'est-à-dire des gens qui ont complètement perdu la perception du temps, de l'espace, du corps, les communications limitées, la relation complètement dissoute. C'est un peu ce que l'on voit avec l'usage notamment de certains produits. On peut ne pas être malade, porteur d'une maladie psychiatrique et pourtant, pour autant être dépersonnalisé, ne plus savoir où est-ce qu'on en est. Donc là, ça peut être un état post-traumatique. C'est ce que l'on voit, par exemple, après une catastrophe. Ça peut être un état dépressif, ça peut être un état psychotique aigu, et puis ça peut être ce qu'on appelle une désafférentation sociale. Des gens qui vivent au 7e sous-sol d'un parking, qui sont alimentés comme ça par des porteurs de paniers qui amènent un sandwich de temps en temps, qui ne voient pas la lumière, qui ne voient pas l'humidité ou la sécheresse, qui ne voient pas la chaleur ou la fraîcheur, qui sont dans un monde qui n'a pas de variabilité. Et ça, c'est très dépersonnalisant. Et donc, si vous mettez des médicaments neuroleptiques, par exemple, sur des personnes qui sont dépersonnalisées sans pathologie mentale, ça aggrave ces troubles. Donc, il faut être prudent. Alors, le fou la poule, est-ce que c'est l'addiction qui conduit à la précarité ?
il est sûr que quand on est chauffeur de bus et qu'on picole et qu'on se renverse avec son bus et qu'on tue des gamins, ça va conduire à la précarité. Si on est un Dalton qui prend un toxique, eh bien on va se retrouver 7 fois plus vite exclu que si on ne prend pas de toxique. Et donc vous voyez que l'addiction peut conduire à la précarité. C'est quelque chose qui est excluant. C'est la majorité des gens que l'on rencontre. Ça n'a pas un très bon pronostic parce que l'addiction était préexistante, donc même si... Ça marche encore? Oui. Même si on leur trouve un logement, ça ne va pas modifier la conduite addictive. Même si on leur trouve un boulot, ça ne va pas modifier la conduite addictive. Donc c'est plutôt de mauvais pronostics. L'entourage, on l'évoque, est plutôt excluant. Hein. Toutes les femmes battues le sont très très souvent par des hommes qui ont pris un produit, quel qu'il soit. Hein. Et puis l'addiction maintient, bien sûr, dans l'exclusion. Il y a des produits très peu chers comme l'alcool, hein, on en parlait tout à l'heure, rapport qualité-prix intéressant. Bon, le cannabis, voilà, et puis d'autres produits. Même si au début ça pouvait être convivial, ben, ça se dégrade très vite. Donc l'addiction peut conduire à la précarité. Et puis de l'autre côté, ben, la précarité conduit à l'addiction. On l'a vu. Si vous avez un Dalton qui a perdu son boulot, eh bien, il a 13 fois plus de malchance de devenir addict que quelqu'un qui n'a pas perdu son boulot. Donc, la précarité conduit aussi à l'addiction. Alors, c'est un moins mauvais pronostic par rapport à l'autre situation, parce que on n'était pas addict avant d'être précaire. Et donc si on sort les personnes de cette précarité, on peut penser que l'addiction va diminuer. C'est très souvent une addiction d'entraînement et c'est un produit à large spectre, comme on dit, parce que l'addiction en précarité va avoir de nombreuses fonctions. Prenons par exemple les premières, c'est un hypnotique pour l'alcool ou le cannabis. Et donc les gens vont mieux dormir quand ils dorment à la rue, quand ils sont à 1,5 g, 2 g. Voilà. C'est un anxiolytique qui permet d'apaiser son anxiété et bien sûr il y a l'effet spirale puisque ça va calmer l'anxiété du sevrage. C'est vécu comme un antidépresseur alors que l'alcool, par exemple, est dépressogène. L'alcool va entraîner de la dépression. Et les gens pensent que l'alcool va traiter leur dépression. C'est un antipsychotique. Certains psychotiques calment leur délire avec de l'alcool. Bon, c'est vécu comme tel. Et puis ça peut calmer, ne serait-ce que par l'anxiété. C'est un potentialisateur d'autres conduites addictives, hein, cannabis plus alcool, tabac plus alcool, etc. Analgésique, anesthésique, et puis c'est un intégrateur social. Et regardez ce que l'on a comme discours quand on accueille des migrants notamment. Quel est le meilleur intégrateur social? Il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres. C'est-à-dire que ce qu'on renvoie à une population d'une autre culture, c'est que pour être intégré en France, il faut picoler. Bon. Donc, voilà. Même si on descend d'un cran, c'est évident que lorsque nous-mêmes on est invité chez des amis, etc., et qu'on dit non, je ne prends pas d'alcool,
il y a un doute qui s'immisce dans la relation. Tiens, pourquoi donc? Peut-être qu'il était alcoolique chronique et qu'il a arrêté de boire et qu'il ne touche plus à une goutte d'alcool. C'est souvent la première hypothèse qui arrive. Voilà. Et que si on ne boit pas, on ne peut pas être des nôtres. Donc il faut travailler avec ça. Et puis, il y a la consommation chronique qui entraîne les démences à la rue. Hein. Les syndromes de Korsakoff, vous avez dû certainement en voir. En gros, c'est quand on passe les scanners des gens qui ont un syndrome de Korsakoff, le cerveau est comme une éponge, c'est-à-dire il y a des trous partout. Ça peut se réparer par des circuits vicariants, avec beaucoup de vitamines, voilà, et surtout une abstinence totale d'alcool, entre 18 mois et 2 ans, ou trouver un endroit où on peut mettre quelqu'un qui a un état de démence, l'empêcher de boire pendant 2 ans. Voilà. C'est pas évident, surtout quand il a 45 ans, qu'il a commencé à picoler à 15 ans ou 17 ans, qu'il a un syndrome de Korsakoff et qu'il n'a pas le droit d'aller dans une EHPAD, par exemple. Donc là, il y a encore des structures à inventer pour l'accueil de ces personnes, avec la notion de contrainte. Et donc, sous quelle loi? Un syndrome de Korsakoff, un dément à la rue, il est dangereux pour personne, sauf s'il commence à pousser dans le métro ou à se balader à poil. Voilà. Mais en dehors de ces situations un peu extrêmes, difficile d'hospitaliser sous contrainte des états démentiels liés à l'alcool. Bon, et puis il y a les nouveaux produits qui sont sortis, hein, protoxyde d'azote, les médicaments détournés de leur usage, les opioïdes, les substituts, les antalgiques, etc. Les benzodiazépines, hein, beaucoup bien sûr. Donc ça, je suppose que d'autres personnes vont vous en parler. D'accord. Chose importante quand même, il me reste combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure. L'arrêt d'une addiction, eh bien, 50% se fait par un accompagnement et 50% se fait seul. Et ça, c'est quand même à retenir. C'est que 50% des sevrages se perdent de façon volontaire de la part de la personne. Sur la photo de droite, je ne me souviens plus qui était le soignant du soigné, mais c'était assez intéressant cette situation. C'était un monsieur qui était tuberculeux, SDF, voilà, devant un hôpital, bon, et alcoolique, bien sûr. Et donc, je vais voir le service de médecine, je leur demande s'ils peuvent le prendre, et lui, il était d'accord, mais à la seule condition qu'il pourrait continuer à picoler dans le service. Règlement intérieur de l'établissement, pas d'alcool, pas de toxique, etc. Non, on ne le prend pas. Bon, petit à petit, j'essaie de trouver des arguments pour détourner un petit peu le règlement intérieur, et en fin de compte, j'ai trouvé la solution, c'est qu'il était installé devant la crèche de l'hôpital, avec sa tuberculose. Et donc je lui ai dit, écoutez, voilà, hein, vous faites ce que vous voulez, mais il y a vos bambins là qui viennent tous les matins, lui serrer la paluche, pourquoi pas lui faire la bise, voilà. Donc, et en fin de compte, il a été pris. Et ils ont accepté qu'il picole. Bon, bah, il y a eu une réduction des risques, il a eu son traitement antituberculeux. Et puis, voilà. Donc, comme quoi, encore une fois, l'accompagnement, c'est quelque chose qui est adapté au cas par cas pour chaque personne. Alors, si on part sur cet accompagnement, il y a des facteurs de risque qui concourent à la précarité, à l'exclusion, aux addictions. Le premier facteur de risque, c'est l'histoire infantile perturbée. C'est-à-dire que tous les gens qu'on voit à la rue
pour nous, ils ont eu une histoire infantile perturbée. Ce qui ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont une histoire infantile perturbée finissent à la rue. La preuve, Cosette, chez les Thénardier, elle n'a pas fini à la rue parce qu'elle est tombée sur un père aidant qui s'appelle Jean Valjean et qui l'a aidé à sortir de cet état-là. Mais quand on ne tombe pas sur quelqu'un qui nous aide, eh bien, voilà, on a... Enfin bon, moi j'espérais qu'avec les histoires de pédophilie, il y ait un effet MeToo pour les enfants. Ça prend pas, hein. Et pourtant, on sait qu'en France, on est entre 16 et 20% de familles incestueuses. Parce que, on le voit bien sur les divans des psychothérapeutes, ou en consultation, on a des choses qui remontent depuis l'enfance. Voilà, tous ne sont pas précaires, mais en tous les cas, chez les précaires, il y a eu de la maltraitance infantile, il y a eu des violences intrafamiliales, il y a eu des relations sexuelles intrafamiliales. Donc c'est quelque chose qui va modifier d'emblée le mode d'être aux autres. C'est-à-dire que là, je n'ai pas le temps de vous faire la théorie de l'attachement, hein, mais en gros, quand on est NAIT, eh bien on a des besoins et on exprime ces besoins en pleurant, en criant, en appelant, etc. En face de nous, il y a des aidants, la plupart du temps c'est la mère, puis le père, puis voilà, toutes les personnes qui nous entourent. Et si nos besoins sont comblés, eh bien, on est dans une relation sécure et ça se passe plutôt bien et on se construit vers une autonomie, c'est-à-dire qu'on peut prendre de plus en plus de risques parce qu'on sait qu'à côté de nous, il y a quelqu'un qui va nous aider. Hein, voilà. On sait qu'il y a quelqu'un qui va nous tenir pendant qu'on commence à apprendre à faire du vélo ou qu'on va commencer à apprendre à nager. Si on vit dans un milieu insécure, c'est-à-dire où il n'y aura pas de réponse à nos besoins, eh bien à ce moment-là, ça devient un facteur de risque d'exclusion. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner que dans les 1000 premiers jours, quand on les passe à la rue, eh bien, on va se retrouver avec quelque chose qui va modifier sa manière d'être aux autres. Donc que ce soit indépendamment ou dépendamment du tabac, de l'alcool, des toxiques pris par les parents ou autres, ou de la malnutrition, il y a tout ce qui va entraîner l'épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui se trouve, tout ce qui va entourer la manière d'être au monde. D'ailleurs, je vous renvoie aussi à ce très beau film, hein, vous l'avez reconnu, non? Vous voyez ce que c'est? Slumdog Millionnaire. Deux corps plongés dans la précarité reçoivent une poussée différente en fonction de leur capacité de résilience. Et donc il y a un frère qui finit plutôt bien, et il y a l'autre frère qui finit plutôt mal. Et pourtant, ils ont vécu la même précarité. Mais, à mesure où ils n'ont pas été jumeaux et ne sont pas des vrais jumeaux, les grossesses ont été différentes. Et donc il y a eu des choses qui se sont passées autour de l'épigénétique et qui ont fait qu'ils ont eu une résilience différente. Alors, pour en revenir à cette notion d'appartenance, on a tous une figure d'attachement. Hein. La figure d'attachement, c'est la personne qui va compter pour nous. Pour repérer votre figure d'attachement, il suffit de vous imaginer dans cette situation. Vous sortez d'une consultation médicale où on vient de vous annoncer que vous avez un cancer. Votre figure d'attachement, ça va être la première personne à qui vous allez en parler. Quand vous avez 8 ans, ça va être vos parents. Quand vous avez 15 ans, ça va être votre premier amour. Quand vous avez 20 ans, ça va être vos frères et sœurs, que sais-je. Et puis quand on avance en âge, après ça redevient les enfants. Donc la figure d'attachement est une figure vers qui on se tourne pour demander de l'aide. Et cette figure, elle évolue au cours du temps. Or, vous avez bien compris que quand on est maltraité pendant l'enfance, on va considérer qu'il n'existe pas de figure sécurisante
Et donc, ça va conduire à je ne peux pas compter sur les autres. Donc, il faut que je me débrouille tout seul. Et un mode de relation qui va être tout simplement je ne demande plus rien. Et donc, c'est une absence de demande qui va commencer à s'installer, notamment la demande explicite. Alors, on reviendra, si j'ai un peu de temps, sur la demande implicite. Mais on ne formule de façon explicite, on ne formule plus aucune demande. Parce que quand on demande, ce n'est pas entendu. Parce que quand on demande, on a des réponses à côté. Voilà. Et puis, on abandonne complètement la confiance qu'on peut avoir en l'être humain, et notamment dans les figures d'appartenance. Désirer est dangereux. Si je désire quelque chose de la part de mon assistante sociale ou de mon EduxP, de toute façon, ça va se passer comme ça s'est passé pendant mon enfance. C'est-à-dire, je vais être trahi. Je vais me faire agresser, je vais me faire incester, je vais me faire... bref. Et donc, surtout, ne pas s'engager dans un lien durable. Bon, donc, pas de statut, pas de place. Et quand on regarde toutes ces personnes, voilà ce qu'on retrouve dans l'enquête Samantha. 26% ont été placés, 30% ont fugué, plus de 25% avaient un suivi par un juge avant 18 ans, 45% avaient une violence intrafamiliale, des violences psychologiques, 20% de violences sexuelles, 8% de vécu en zone de guerre. Ça, ce sont des chiffres de 2010. Donc vous imaginez bien que 2025, 15 ans plus tard, avec ce qui se passe en ce moment dans le monde entier, ce chiffre-là, si on refait l'enquête avec les mêmes items, il va exploser. Et donc tout ça va conduire au fait qu'on va s'attacher de façon pathologique. Et plutôt que de s'attacher de façon sécure, on va s'attacher avec des dérives, notamment très très dépendant de la culture. On va se faire embrigader, on va rentrer dans une secte, on va rentrer dans un extrémisme religieux, où on va devenir idéaliste passionnel. C'est-à-dire, il faut sauver le monde, voilà, il faut faire le djihad, bref. Ou prendre des positions héroïques, comme certains humanitaires qui partent, la fleur au fusil, et qui finissent parfois martyrs. Tout cela sont des dérives liées à des attachements pathologiques, parce que maltraités pendant les 1000 premiers jours, voire plus. Deuxième facteur de risque concourant à la précarité, c'est le faible niveau d'acquisition scolaire. Et là, on peut imaginer que quand on est violé tous les matins par son oncle trisomique ou Alzheimer au fin fond d'une grange, à la campagne, l'étape de multiplication de nos ancêtres les Gaulois, c'est un peu compliqué à apprendre. Et donc il y a un lien entre le trauma et l'acquisition scolaire. Mais pas toujours, ça peut être indépendant du traumatisme. Et là, vous voyez, on parle de prévention. Où sont les psychologues scolaires? Où sont les infirmiers scolaires? Où sont les assistants socio-scolaires? Les médecins scolaires? 1000 médecins scolaires en France? Ça en fait 10 par département, donc c'est un peu juste. Troisième facteur qui concourt à la précarité, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la consommation d'alcool et de toxiques. Avec maintenant des enfants en bas âge, 10-12 ans, qui arrivent avec des alcoolémies importantes aux urgences, voire en coma éthylique. Autre facteur concourant à l'exclusion, c'est les troubles psychiatriques. On peut avoir un autisme qui n'a pas été repéré, on peut avoir une personnalité de Dalton. Les Dalton, avant qu'ils aient 30 ans, ils en ont eu 3, 6, 8, 12, 15. On plaint les professeurs qui les avaient tous les 4 dans la même classe.
très très difficile hein, le repérage. Et ça nous est demandé, c'est de repérer plus précocement les troubles psychiques, parce qu'on perd du temps. Entre le premier signe d'un trouble bipolaire, par exemple, et le traitement de ce trouble bipolaire, eh ben, en France, il se passe plusieurs années, entre 3 et 5 ans. Ça veut dire 3 à 5 ans de traitement non mis en place, ce qui est beaucoup trop long. Et quand je parle traitement, ce n'est pas médicament exclusif. Hein. Ça peut être psychothérapie, thérapie institutionnelle, etc. Et puis, il y a des facteurs qui entretiennent la précarité. Donc ça, bien sûr, les difficultés sociales précoces, hein, le logement, l'emploi, l'endettement, le surendettement. Bon. Et, point sur lequel nous, on peut intervenir, c'est la mauvaise utilisation des services. Alors quand je pose la question à des collègues sur pourquoi la psychiatrie ne s'occupe pas suffisamment bien et le secteur ne s'occupe pas suffisamment bien des exclus, ben voilà, il dit la demande. Il ne demande rien. Donc là, grosse confusion entre la demande et le besoin. Le gamin qui naît avec une méningite, il ne demande rien, on ne s'en occupe pas. La personne âgée qui se laisse glisser, qui va mourir, elle ne demande rien, on ne s'en occupe pas. L'ado suicidaire, on ne s'en occupe pas, etc. Donc il faut faire très très attention quand on vous dit il ne demande rien. Forme déguisée, le CMP est ouvert de 9h à 17h, cette personne peut venir nous voir quand elle veut. Bon. C'est une manière d'exclure des soins et de ne pas prendre en charge. Bon, et puis il y a le cadre. Hein. Quelle est la première question que l'on pose à quelqu'un qui toque à la porte d'un secteur psychiatrique? Il n'est pas à l'heure, d'une part, mais surtout, c'est quoi son adresse? Donc le secteur est un dispositif excluant, contrairement à ce qu'il dit être. Et puis il y a le contexte hospitalier actuel, c'était mieux avant. Bon, alors là, c'est discutable, c'était mieux avant, certainement pour le care, hein, c'est-à-dire le prendre soin. Je pense que les infirmiers avaient le temps de s'asseoir au lit du malade, de discuter avec une grand-mère sur toute sa famille, etc. Maintenant, c'est terminé, on est très très technicien. Par contre, pour le cure, c'était pas mieux avant. Et il vaut mieux avoir le Covid maintenant qu'il y a 5 ans. Rien que cet exemple. Mais il vaut mieux avoir un cancer du sein maintenant qu'il y a 10 ans. Il vaut mieux avoir le sida maintenant, enfin, il vaut mieux, qu'en 84. A priori, on n'en meurt plus. Alors, on retombe sur la demande, il ne demande rien. Ça, c'est par exemple une demande implicite. C'est quelqu'un qui s'est diogénisé et qui dit, ben voilà, quoi, j'en ai marre, stop. Ben, on travaille à partir de là, même si cette personne ne demande rien. Ce monsieur-là, il était devant l'hôpital Georges Pompidou, voilà, devant les urgences, plus bel hôpital de Paris, donc de France, donc du monde. Voilà, il ne demande rien. Là, ce monsieur qui se baladait dans Sainte-Anne avec un chariot, avec un drapeau blanc, ancien militaire, voilà, bah, il avait envie. Vous voyez, le fait de travailler en grande précarité nous oblige à une créativité psychique du lien. C'est-à-dire comment entrer en lien avec des personnes qui ne demandent rien explicitement. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça nous renvoie à notre propre créativité. Et le risque, ben, c'est l'urgentisation des actions, c'est-à-dire ben, si on ne fait pas attention à cette demande implicite et qu'on s'en tient qu'à la demande explicite, et ben, les choses se dégradent et on arrive aux urgences. Donc nous, pour éviter ce piège, on a mis en place une aide à la décision d'hospitalisation avec différents critères. Je pourrais vous passer de toute façon le diaporama, où il y a des critères peu en faveur d'hospitalisation et des critères en faveur. Voilà. Et donc, il ne s'agit pas de coter et de dire au bout de 5 croix, on hospitalise.
c'est plutôt d'avoir une tendance, et notamment de laisser une trace aux acteurs vers qui on adresse ces personnes-là. De façon à ce que l'interne, à 3 heures du matin, quand il va voir votre SDF alcoolique, il sache que voilà, il a une comorbidité somatique, qu'il est dans l'incurie la plus totale, qu'il a rompu son suivi avec l'éducateur, etc., etc. Et tout ça va aider à prendre une décision. Autre manière d'aider les personnes, elles se dégradent, elles arrivent aux urgences, on les retape, elles ressortent, et bien à partir du moment où elles ressortent, il faut les suivre et les rencontrer avant qu'elles ne se redégradent aussi profondément que le premier passage aux urgences. Et on voit que petit à petit, ça amortit un petit peu l'état de dégradation des personnes. Et tout cela, ça ne peut être mis en place que si on pense et on passe aux soins anticipés, c'est-à-dire de poser des directives anticipées. Bon, là, vous êtes sorti de l'hôpital, vous avez passé 3 jours aux urgences, vous êtes sevré, ça va un peu mieux. Comment on va faire quand vous allez recommencer à reprendre le produit? Parce que de toute façon, vous allez recommencer. On sait que 5, 10, 15 fois de rechute, ça fait partie de la pathologie. Comment on fait la prochaine fois? À quel moment on intervient? Est-ce qu'il faut vous hospitaliser sous contrainte? Est-ce que vous venez nous voir? Est-ce qu'on vient? Est-ce qu'on reste en lien? Etc. Et on écrit et on signe les directives anticipées. Et notamment parler des personnes de confiance. On ne pose jamais la question de la personne de confiance, parce qu'on a dans la tête que ces personnes sont isolées. Mais elles ont réussi à trouver une figure d'attachement. Ça peut être un frangin, ça peut être un éduc, ça peut être un curé, ça peut être... qui sait? Mais posez la question, y a-t-il une personne en qui vous faites confiance et pour laquelle vous pensez qu'elle ne vous trahira pas? Et vous travaillez avec cette personne de confiance. Donc, mauvaise utilisation des services, vous voyez, on peut faire mieux. Et puis enfin, il y a la transition entre les institutions, qui est un facteur entretenant la précarité. Je vous ai fait rapidement un schéma des différentes unités que nous avons dans le pôle. Bon, je ne vous fais pas le commentaire parce qu'il est déjà, le temps passe. Mais vous voyez, on peut avoir au sein d'un même pôle des passages d'une structure à l'autre. Et donc, vous imaginez bien, entre IME, IMPRO, ASE, prison, rue, psychiatrie, etc. Le passage des institutions, c'est là où il y a des ruptures de liens, c'est là où il y a une déconstruction de ce qu'ont pu mettre en place ces personnes. Donc du lien, difficile, hein, c'est ce que je dis, peut-on supporter ce dont on a le plus besoin? Pour les gens en précarité, non. Voilà. Très rapidement, attention au harcèlement d'assistance. On peut penser que les personnes sont seules. En fait, il y a toujours du monde autour. Donc, première question à vous poser, qui s'occupe de vous? Et se mettre en lien avec les personnes qui se penchent déjà sur la personne que vous rencontrez. Sinon, on en arrive au harcèlement humanitaire et on agace. Donc, comment faire pour ce lien qui est défait, qui n'arrive pas à combler les trous, un peu comme cette ravaudeuse? Il faut réinitialiser le lien comme en informatique. Alors, est-ce qu'il faut appuyer sur un bouton reset? Ça n'existe pas. On voudrait bien, mais bon, peut-être avec l'intelligence artificielle qu'on nous greffera dans la cervelle dans 15 ou 20 ans. Pour l'instant, pas possible. Donc, comment faire? Il y a un patient qui m'a donné cette idée-là. Hein, j'ai envie que vous m'aidiez à tracer ma route. C'est pas tracer la route, c'est tracer ma route. C'est-à-dire, voilà, si on prend cette métaphore,
il y a des bandes blanches, des bandes discontinues, des bandes continues. Eh bien, l'accompagnement, c'est ces bandes blanches sur les bords des routes. Et donc, on peut baliser les dangers de part et d'autre de la route, avoir le milieu de la route en bande discontinue ou pas, plus ou moins espacée. Ça veut dire on les voit tous les jours, on les voit toutes les semaines, on les voit tous les mois. Et en fin de compte, notre boulot à tous, accompagnants, c'est de faire des traces sur la route des personnes. Mais c'est leur route, c'est pas la nôtre. Alors parfois, il y a des informations qui sont un peu paradoxales, donc il faut faire attention à ce qu'on leur dit. Il peut y avoir des choses qui peuvent les induire dans des choix impossibles. Donc voilà, on fait comme on peut. Et ce n'est pas parce qu'on connaît le code de la route que ça nous permet de nous en sortir. Il y a des situations impossibles. Donc on trace comme on peut. Donc l'important, c'est de garder une permanence du lien plus que du soin, avec un lien bas seuil. On les accueille, quel que soit leur état. On est souple, adaptable, non contraint, résilient, etc. etc. Tous ces termes que l'on utilise, voilà. Personnalisé, je répète, jamais de copier-coller. Donc comme une sorte de moi-peau qui va les aider à se construire et à trouver leur propre capacité. Et donc là, on retombe sur la notion de rétablissement, d'empowerment, etc. Bon, je passe rapidement parce que le temps court. Les conditions de réussite, c'est de ne pas s'ennuyer. Première condition de réussite, lorsqu'on est addict et qu'on veut limiter son addiction, il ne faut pas s'ennuyer. Et donc, il faut trouver des médiations. Donc, débrouillez-vous pour mettre en place des ateliers autour du corps, avec la douleur, etc., autour de la création, et puis autour du social, avec l'accès aux droits, etc. Donc, toutes ces médiations-là nécessitent d'être en lien, d'une part, avec les médecins, les sanitaires, les sociaux, les médico-sociaux. Et la deuxième condition, c'est de ne pas retourner à la rue. Donc, par exemple, le logement d'abord ou trouver un toit. Mais un toit seul ne suffit pas, un accompagnement social seul ne suffit pas, et un suivi médical seul ne suffit pas. Et donc, il faut monter les trois en même temps. Par lequel commencer? Certains disent housing first, d'autres disent care first, cure first, walking cure first. Voilà. Bon, moi, je pense qu'il faut tenir le lien d'abord. Et puis après, on voit comment on peut s'en sortir. Et donc, il faut trouver le first de chaque personne. Par quoi vous voulez commencer pour sortir de votre état? Voilà, je vous remercie. Un grand merci. Est-ce que ça marche? Non. Là, c'est mieux peut-être, non? Prenez le mien si vous voulez. Allô? Tenez, prenez le mien. Ouais. Merci. Voilà. Bon, un grand merci pour ce tour d'horizon très complet. Et je pense que quand on a entendu les précédents séminaires, combien il y a des situations qui continuent, je pense, à faire écho dans votre travail, dans les situations que vous rencontrez avec les jeunes, et de poser un peu les choses de manière à ne pas tout englober, tout mélanger. Je trouvais intéressant tout ce que vous avez dit autour de la fonction du produit, des différentes fonctions, et de tous ces éléments